Avant de commencer cet épisode vraiment génial, je voulais vous parler d'un nouveau concept qui me tient particulièrement à cœur et que je lance avec toute l'équipe de Nouvelle Voix. Ce nouveau service s'appelle Echo et il va vous permettre de garder pour toujours les témoignages de vos parents, de vos grands-parents, sous forme de podcast pour qu'ils soient préservés pour les générations futures. En fait, dans mon parcours de producteur de podcast, j'ai eu à de nombreuses reprises la chance d'enregistrer des papis, des mamies, parfois même des justes parmi les nations, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. Et à chaque enregistrement, j'avais une énorme satisfaction, c'était celle de rendre ces témoignages disponibles pour toujours. Et donc je me suis fixé la mission de démocratiser ces podcasts mémoriels pour qu'ils constituent le patrimoine audio de vos familles. Imaginez offrir un cadeau collectif, non seulement à vous-même, mais aussi à toute votre famille. Ce cadeau précieux, c'est la possibilité de conserver les voix de vos parents, de vos grands-parents et de les transmettre. Ce sont ces voix, ces récits, ces éclats de vie qui vont constituer la mission d'Echo. Alors si vous êtes intéressé, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à faire résonner vos échos en vous connectant sur www.myecho.fr. Bel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Voix de la Com, le podcast dédié à une communication utile. Vous qui êtes professionnel de la communication, vous allez prendre le temps avec moi d'être inspiré dans vos pratiques pour une communication innovante, efficace. Je suis David Gordon, je suis le fondateur de l'agence de production de podcasts Nouvelle Voix et je vous emmène au fur et à mesure des épisodes dans une immersion au cœur des stratégies de communication les plus intéressantes. Et dans cet épisode vraiment génial, je vais vous plonger au cœur des JO. Cet été, vous l'avez vu partout, ce logo de Paris 2024, mais vous ne connaissez pas les secrets de ce logo. Comment a-t-il été conçu? Avec quelle réflexion? C'est une plongée au cœur du logo le plus connu mondialement ces temps-ci que je vous propose de réaliser avec moi, avec Sylvain Boyer qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Sylvain Boyer, c'est ni plus ni moins le créateur de ce logo. Et pour l'interviewer, je lui ai donné rendez-vous au Club France, Porte de la Villette, un lieu tout adapté pour parler des Jeux Olympiques. On est des designers de l'ombre, c'est comme ça. Plus qu'un logo, on a voulu créer un emblème. Chaque communication, elle a un impact en ressources, en encre, en papier, en énergie. Et si on créait un symbole féminin pour les Jeux Olympiques? Comment représenter Paris pour les Jeux Olympiques sans prendre en conscience cette envie de vouloir changer les choses? C'est justement parce qu'il a ses défauts que ça le rend encore plus humain. Il faut prendre des risques, il faut avoir des avis, il faut se positionner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix de la Com, ce podcast qui vous fait découvrir les secrets des communicants, des communications. Et aujourd'hui, on va rentrer dans un secret d'actualité. On va rentrer dans une stratégie, dans quelque chose de tout particulièrement adapté à cette époque, à cet été 2024, puisque on le sait, c'est les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On a le plaisir d'accueillir dans cet épisode ni plus ni moins que le créateur du logo Paris 2024, Sylvain Boyer. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors on est vraiment hyper content que tu puisses t'exprimer dans ce podcast parce que on en a parlé des JO, oui. On a parlé du design de la torche, oui. On a parlé du rose dans Paris, oui. On a parlé de plein de designers qui ont fait, y compris la Vasque, etc. Mais finalement le logo, on n'a pas parlé beaucoup de toi. Oui, c'est un peu une constante chez les créateurs de logos ou de typographie, c'est que ce sont des designers de l'ombre. On a tous un lien avec une marque, avec un logo, mais qui d'entre nous peut donner le nom du créateur, du logo d'une célèbre marque de chaussures ou d'une marque de vêtements? On est des designers de l'ombre, c'est comme ça. Il arrive de temps en temps que certains designers émergent pour parler d'un logo, d'un symbole ou d'une typographie, mais derrière chaque emblème, derrière chaque signe, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dessus, qui ont travaillé sur ce projet-là, qui ont mis toute leur énergie et aussi leur vécu, leur ressenti personnel, parce que derrière chaque création, il y a forcément une vie, un parcours d'un auteur ou d'une autrice, et c'est ce qu'on retrouve malgré tout derrière un logo. On a envie de découvrir l'histoire de ce logo, ton histoire à toi, parce que vous allez voir que c'est une histoire qui a conduit ce logo, et ce logo a peut-être quelque part construit l'histoire de ces JO, on va en parler. Et pour en parler, on est ici au Club France. On a choisi ce lieu parce que c'est un lieu symbolique qui vibre. Et dans ce lieu, on voit beaucoup ce logo Paris 2024. D'ailleurs, moi aussi, je l'ai mis. Toi aussi, tu l'as mis. On est très fiers de ça. Avant de parler de ton histoire de ce logo-là, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que ça fait
de voir partout ton logo. Est-ce que tu es fier à chaque fois ou est-ce qu'on est un peu là, à un moment donné, on a l'as? Au départ, c'était assez vertigineux. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'habitue et ça devient presque une commodité. Pour l'instant, je le dis, mais je sais que dans quelques jours, quand il sera plus là, il y aura un manque. Ouais, et c'est vrai que t'auras ton blues à toi des JO. En fait, partout en France où j'allais, on voyait une personne qui avait le logo Paris 2024. J'étais en Italie, j'ai vu le logo Paris 2024 à Rome, à Sienne, à Florence. Il est partout, ça fait quelque chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'après-histoire, comment va s'écrire aussi les Jeux Olympiques une fois que tout cela sera terminé et quelle vie aura cet emblème après les Jeux Olympiques parce qu'il fera partie dès lors d'un héritage des Jeux Olympiques. Dans ce podcast, on aime bien démarrer par la notion d'utilité de la communication. Qu'est-ce qu'une com utile? Et pour toi, c'est quoi un logo utile? Un logo, déjà, il n'est pas forcément là pour être beau, pour être impactant. Il est là pour synthétiser une idée. C'est le principe même d'un idéogramme. En fait, c'est une idée synthétisée par une image, un signe. Et ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est que derrière cette idée-là, qu'elle soit porteur d'un symbole. Et donc, cette symbolique-là, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre au cœur de l'emblème de Paris 2024. D'ailleurs, il y a une différence, c'est qu'en langage olympique, on ne parle pas de logo, on parle d'emblème. Et ça dit beaucoup de choses déjà de l'approche identitaire qu'on a sur une marque Paris 2024. Plus qu'un logo, on a voulu créer un emblème, et un emblème, ça commence par un symbole qui porte une idée. Donc un logo utile, c'est un logo qui porte une idée. Oui, et puis aussi, ce qu'on a voulu essayer de faire en sorte, c'est que cette idée-là, elle soit porteuse de symbolique, et surtout qu'elle matérialise une promesse, et que cette promesse-là soit tenue par les Jeux Olympiques. C'est un peu un défi, un challenge qu'a essayé de relever le comité olympique en adoptant cet emblème-là, parce que il est différent de ce qu'on peut attendre des Jeux Olympiques et différent de ce qu'on peut attendre d'un logo ou d'une identité visuelle. Et il est très engageant. Le principal engagement, il n'est pas venu de nous en tant qu'agence, parce qu'une fois qu'on a fait le logo et qu'on l'a livré, il ne nous appartient plus. L'engagement, il est venu du comité olympique et de toutes les femmes et des hommes qui ont travaillé pour porter ce symbole-là et l'emmener très haut et très loin. Alors avant de parler de ce logo, on va le décortiquer ensemble. J'ai envie de raconter ton histoire parce que ton histoire est intimement liée. Là, on est sur un terrain, Club France. On va peut-être bientôt jouer au foot, je crois. En 2016, tu quittes ton poste de directeur de création à l'agence Branding Interbrand pour monter ta propre agence solopreneur. À ce moment-là, Eco-branding, ça s'appelle comme ça. Et le concept, c'est un design orienté autour de l'économie des ressources. C'est de l'éco-design. Le blanc est la majeure partie de tout ce que tu fais, dans un objectif de RSE, évidemment. Et ça a du mal à prendre. D'après ce que je comprends dans ton histoire, il y a des appels d'offres que tu perds. Et là, ça commence à devenir compliqué. Puis là, l'appel d'offres pour Paris 2024 sort. Oui, et là, tu te dis quoi? Tu te dis que c'est ma dernière chance. C'est ça, c'est que j'avais quitté cette grande structure qui est Interbrand, qui a un groupe de communication spécialisé dans l'image de marque, donc le branding présent partout dans le France. Alors Interbrand, c'est peu connu, mais par contre leur création c'est très connu. C'est encore des créateurs de l'ombre. Oui, voilà, c'est des créateurs de l'ombre, mais si je vous dis Wi-Fi, c'est un nom et c'est un logo connu de tous, mais derrière ça, il y a des personnes qui ont travaillé dessus, et c'est notamment l'agence Interbrand. Pour vous donner un peu la dimension de cette structure-là, de là d'où je viens. Et puis j'avais travaillé aussi apparemment chez Royalties, donc qui était une filiale de Publicis, et avec David Olivier qui m'ont appris tout ce métier-là. Et effectivement, au cours de mon parcours professionnel, j'ai voulu intégrer une notion d'éco-conception dans l'image de marque. L'idée étant de se dire que chaque communication, elle a un impact en ressources, en encre, en papier, en énergie, et que d'une certaine façon, chaque choix qu'on a en direction artistique, en orientation créative, impacte ces ressources-là. Et que nous, en tant que créateurs, simplement par l'idéation, la conception, on peut réduire cet impact environnemental tout en conciliant l'impact visuel et l'idée. On perd pas l'histoire, on perd pas le symbole, mais on gagne en environnemental. C'était ça. Et donc, c'était amener cette philosophie-là dans le monde du design avec une méthode appliquée et associée qui s'appelle Eco-branding. Okay. Et j'avais quitté Interbrand pour développer cette méthode-là, mais c'est vrai qu'en 2017, c'était pas un sujet préoccupant. Ouais. Et puis, c'était un peu tôt. C'était tôt, et puis j'avais pas forcément de preuves de ce que j'avais fait. Alors certes, on avait designé l'identité de Citeo, qui est l'organisme en charge du recyclage et de la collecte des déchets en France, qui a adopté l'éco-branding, et d'ailleurs on a développé cette méthode-là avec eux, mais c'était pas forcément aller plus loin dans d'autres marques. Donc toi tu veux aller plus loin. Je veux aller plus loin, je veux en créer une offre ouverte à tous. Et en quittant Interbrand pour lancer l'éco-branding,
je découvre le métier d'entrepreneur et toutes les difficultés qui vont avec. Et effectivement, j'ai connu une traversée du désert. Et pour répondre à un appel d'offres public aussi gros que Paris 2024, lorsqu'on est seul, quand on est seul, c'est compliqué. Donc du coup, tu te retournes vers ton ancienne boîte, structure. Exactement. Et on voit cet appel d'offres-là, et je propose à David et Olivier de Royalties, de participer à cet appel d'offres-là en ce qu'on appelle en groupement conjoint. Donc c'est moi, ma petite structure, auto-entrepreneur de 3 mois, sans chiffre d'affaires, sans clients, et Royalties, donc qui venait de racheter leur part à Publicis, qui venait d'être totalement indépendant. Sur le papier, c'est vrai qu'on n'était vraiment pas vainqueur par rapport à d'autres structures qui avaient des dossiers très bien montés. Mais malgré tout, on voulait y participer, non pas forcément pour gagner à la base, mais plus pour partager un point de vue, une vision et participer à cette intelligence collective sur le travail de la marque là. Alors tu participes et tu fais un travail très poussé parce que tu as mis à disposition la première présentation au comité. Oui. C'est déjà très poussé, on va en parler, il y a déjà presque tous les fondements, quasiment tout est là déjà. La base identitaire. La base identitaire. Ouais. D'ailleurs, moi il me rappelle quelques autres logos, je ne sais pas si tu t'es inspiré de ça, le FedEx, Carrefour, Formule 1, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais regardez-les. C'est-à-dire utiliser l'espace négatif, en fait, pour cacher un autre symbole. C'est ça que tu fais. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont remarqué, mais on voit clairement, moi, je vois clairement le visage d'une femme. Oui. Avec la coiffure dans la flamme. On voit les deux, en fait. Quelles étaient tes inspirations ? En se lançant dans cet appel d'offres-là, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'agences et beaucoup de très bons designers. Et de très grosses agences qui ont déjà une belle réputation. Si on veut gagner, il faut qu'on se démarque. L'idée étant de faire quelque chose qui soit du jamais vu, à la fois dans la représentation d'une Olympiade et à la fois dans la représentation de la ville de Paris. Pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait, il faut regarder ce qui a déjà été fait. Donc tu as repris tous les logos on a regardé des JO, des Paralympiques. Des JO, on a regardé comment était représentée la ville de Paris, comment était représentée la France, comment étaient représentés les précédents Jeux Olympiques d'été, d'hiver, et on avait remarqué que il y avait des symboles figuratifs, des symboles plutôt abstraits, que dans la figuration, il pouvait y avoir des athlètes, et souvent ces athlètes au masculin. Et donc de là... Alors en 2017 ou 2018 là. On est en 2018, l'appel d'offres se lance en 2018. Et donc de là est née l'idée de se dire, et si on créait un symbole féminin pour les Jeux Olympiques ? Et rien que le fait de le dire, sans même de le dessiner, on voit déjà qu'on est dans quelque chose de totalement différent, qui nous embarque dans une histoire nouvelle. Alors 2018, si on se remet un peu dans le contexte... On est complètement dans une effervescence à Paris. Moi, au quotidien, dans la vie, qui vit à Paris, au cœur de Paris, il y a des revendications et des mouvements pour plus d'émancipation à chaque coin de rue. Et tu dis d'ailleurs, même ta fille dans la cour d'école t'inspire pour créer ce logo. À la fois de manière totalement globale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas marcher dans la rue sans voir une affiche de féminicide, vous ne pouvez pas regarder des informations sans avoir une revendication, que ce soit Balance ton port ou MeToo. Et puis il y a des grèves pour climat, il y a la marche des femmes, il y a toutes sortes de revendications sociales dans la rue. Et littéralement, à ce moment-là, Paris brûle. Et donc, comment représenter Paris pour les Jeux Olympiques sans prendre en conscience cette envie de vouloir changer les choses ? Et puis, à titre plus personnel, il y a ces petits détails du quotidien où mes filles me disent, nous on est dans une petite école à Paris avec une petite cour de récréation. Les garçons, ils jouent au foot et c'est très bien qu'ils jouent au foot. Nous, c'est pas qu'on n'aime pas jouer au foot ou qu'on sait pas jouer au foot, c'est juste qu'on a envie de faire autre chose. Le problème, c'est que quand ils jouent au foot, ils prennent beaucoup d'espace. Alors, c'est pas du tout une volonté des garçons de vouloir s'approprier le terrain. Mais c'est un fait. Mais c'est comme ça. Et donc, elles se disent, nous, c'est compliqué parfois de faire du sport à l'école. Donc, une petite fille, quelque part, inspire le logo qui va devenir le logo le plus connu du monde. Dans cet été 2024 en tout cas. Enfin, c'est pas si c'est plus connu, mais en ce moment il est très visible. Oui, il est très visible. Et d'une certaine façon, la manière dont ça a été construit, et c'est intéressant, c'est que moi je suis indépendant et Royalties venait d'acheter leur indépendance. Et donc la manière dont la création a été faite, c'est sorti des carcans de la création. Il n'y a pas eu de brainstorming, il n'y a pas eu de grandes réunions où certaines personnes donnaient leur avis. Il y a tout de suite eu une volonté. L'indépendance totale. L'indépendance, ça a été fait à la maison, avec mes enfants, en famille, ça a été fait en agence, avec mes amis, David et Olivier. On a partagé avec d'autres personnes et ça a vraiment été un projet collectif plus qu'un projet d'agence. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le process. Tout à fait. Et tu vas même loin, très loin,
à tel point que le comité te dit on va peut-être revenir sur cette bouche rouge, parce que dans le logo initial que tu proposes, c'est la flamme telle qu'on la connaît, mais avec la petite bouche, les lèvres rouges. Ça, ils disent non, on va un peu trop loin, on va garder une couleur noire, c'est ça. Effectivement, alors donc on présente l'appel d'offres, on construit le dossier et on l'envoie au comité olympique. Et on savait que ça se passait en 2 tours. Un premier tour était fait pour sélectionner les finalistes, ce qu'on dit dans notre jargon shortlist. Et donc, on attendait de savoir si on allait être shortlisté ou pas. On avait le jour précis, qui était un mardi, alors je ne me souviens plus de la date. Et donc, toute la journée de mardi, on a attendu cette réponse-là. Je n'ai fait que de harceler David toute la journée pour savoir s'il avait une réponse ou pas. F5, on actualise les mails. Je l'appelle le matin, je l'appelle en fin de matinée, je l'appelle avant le déjeuner, je l'appelle pendant le déjeuner, après le déjeuner, toujours rien. Je l'appelle en début d'après-midi, toujours rien. Je l'appelle en fin d'après-midi, toujours rien. Comme on savait que ça devait tomber un jour précis, on s'était dit que c'était mort. Et puis, je l'appelle une dernière fois en début de soirée. Alors, t'as rien? Il me dit, bah non, j'ai rien. Je rafraîchis. Et là, en live, on voit le mail qui arrive et il me dit, on est finaliste. Ah, magnifique. Je vous imagine pas la joie qu'il y a eu. J'ai embrassé mon téléphone. Rien que ça, en fait, pour nous, avant même d'être sélectionné, le fait d'être en finale, pour nous, on avait déjà gagné parce qu'on avait vu que notre idée, notre ambition pour ces Jeux Olympiques-là avait été entendue et vue par ce comité-là. Et que maintenant, on allait pouvoir le défendre. Et pour nous, on avait déjà gagné. Déjà, juste le fait d'être en finale et de pouvoir partager ça avec eux. Effectivement, une rencontre est faite avec le comité olympique. On est au mois d'octobre et à ce moment-là, le comité olympique n'est pas le grand comité tel qu'on le voit aujourd'hui à Saint-Denis. Ils sont boulevard Haussmann dans un étage. C'est beaucoup plus resserré. Dans les couloirs, on croise Guy Dru, toutes sortes de personnalités parce que c'est très étroit. Et on échange avec les différentes personnes, directeurs de la communication et de la marque. À ce moment-là, il n'y a pas d'équipe design qui est créée. Donc, ils cherchent vraiment une agence pour les accompagner. Et donc, nous, on se dit, on y va, on présente, mais on n'y croit pas plus que cela. Et finalement, à la fin du pitch, comme on dit, donc de la présentation, le comité nous fait clairement comprendre qu'on n'est pas juste là pour les challengers. Et très vite, on se rend compte que beaucoup de questions sont posées, non pas sur la création en soi, mais sur notre structure. D'accord. Parce que notre structure est malgré tout... C'est important d'être gros pour pouvoir créer le logo. Il faut avoir la confiance. Et c'est vrai que nous, sur le papier, c'est un auto-entrepreneur qui a créé son entreprise il y a moins de 3 mois avec une agence qui a racheté son indépendance avec un grand groupe de communication. Donc, il a fallu rassurer sur ça, sur la méthode, sur le fait qu'on puisse délivrer un logo, une typo et tout ce qui va avec. Mais comme on avait des très belles références, c'est ça qui a fait notre... Et tu entends leur demande d'enlever cette bouche rouge. Je reviens sur la question initiale. Oui, quelques temps plus tard, 3 à 4 mois plus tard quand même, donc 3-4 mois d'attente assez longue, on est finaliste. On a l'appel qui nous disent que voilà, nous sommes sélectionnés. Sauf qu'entre-temps, eux, ils avaient travaillé, ils avaient fait évoluer l'identité visuelle, ils avaient reconceptualisé cet emblème-là en y intégrant l'histoire de Marianne. Vous voyez, une allégorie de la République, Marianne du sport. Et effectivement, ils voulaient la trouver peut-être, pour le coup, trop féminine. Et donc, du coup, l'envie a été de retirer ses lèvres rouges. C'était à la fois pour clairement reconnaître que c'est une femme, que c'est un visage féminin. Et deuxièmement, ce rouge, en fait, il est assez cinétique. C'est un rouge d'appel. Ils ont voulu, finalement... l'enlever. Être un peu plus sobre dans l'emblème. Et puis, on a construit aussi la typographie qui va avec. Alors justement, comment on fait une typographie? Comment tu l'as choisie? Comment elle répond au logo? Comment ça se passe, ce travail de création sur la typo, qui est une création aussi, la typo? Alors là, ça a été beaucoup de risques pour le comité olympique, puisque nous, on leur a vendu l'idée d'une typographie sans la faire. D'accord. C'est-à-dire qu'on leur a dit, on va vous faire une typographie d'inspiration art déco, parce que c'est l'héritage des lettres et des enseignes qu'on a à Paris, sauf qu'on va la moderniser et on va ajouter des notions d'éco-conception sur la taille d'ancrage des lettres, sur le fait que ce soit une typo variable pour miser le poids d'énergie et d'espace serveur sur le site internet. On a conçu cette typographie-là. Au départ, j'avais commencé à contacter des grands studios de typographes parce qu'on a la chance d'avoir un écosystème riche en typographie en France. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, ça ne marchait pas très bien. Et j'ai plutôt monté une petite équipe avec des typographes plus jeunes aussi. C'est comme ça que la typographie est née, en intégrant dans l'équipe typo Julie Soudan, Elliot Amblard et Tina Payet. Il y a quelque chose d'unique dans cet exercice de création de logo, c'est de la notion de temporalité. Tu as créé en 2018 un logo qui finalement ne sert que pour,
3 semaines, un mois, en comptant les Jeux Para, etc. Ouais. Alors, il a vécu avant, mais il a surtout vécu dans cette période-là. Comment on fait pour que un logo qui dure sur une période définie devienne un logo historique ? Parce que c'est ça, on est dans l'histoire avec les JO, quoi qu'on en dise. Déjà, il y a un truc un peu retour vers le futur, c'est que quand on est en 2018 et qu'on travaille pour un logo qui s'appelle Paris 2024, donc tu dois te projeter. Forcément, on travaille pour le futur. L'idée, c'est de se dire, si on est sur une tendance graphiste, etc., forcément, elle sera obsolète. Nous, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est que dans le logo, finalement, que l'esthétique ne soit pas si importante que ça. On voulait qu'il soit intemporel, pour qu'il puisse durer dans le temps. Et ce qu'on voulait mettre, c'est qu'il n'ait pas trop d'artifice pour que l'idée qu'elle porte, la promesse qu'elle représente, soit au cœur même de la symbolique du logo. Donc, c'est pour ça c'est ça l'intemporalité. Il est très simple, il est très géométrique, il a été construit selon des canons de cercles, de ronds, de diagrammes. Il est presque signalétique d'une certaine façon. On s'est beaucoup inspiré de la signalétique qu'on a dans le métro, la RATP, qui a un logo rond. On l'a construit un peu comme ça, quoi. Est-ce que, au moment de la sortie de ce logo-là, à ce moment-là, il y a peu de choses qui sortent sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, du coup, dès qu'une information sort, et tout le monde se rush dessus, tout le monde a un avis. En l'occurrence, lorsque le logo le sort, tout le monde a un avis. Comment toi tu vis les détracteurs, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui aiment bien? Comment vous vivez ça, vous? Déjà, c'est quelque chose de nouveau pour les communicants et les designers. C'est que avant, votre travail était jugé par des professionnels, ou l'agence avec qui vous travaillez et l'annonceur. Maintenant, avec les réseaux sociaux, votre travail est jugé par tous. Ouais. Et surtout, si la marque est une très grande marque, plus elle est visible, plus vous aurez des critiques là-dessus. Donc, il faut appréhender cela. D'autant plus qu'en 2018, les réseaux sociaux sont sans filtre, je pense, à ce moment-là. Ouais. Et honnêtement, personne n'est préparé à autant de critiques. Tu les lis, de l'heure tu fais comme certains, les mettre de côté et on avance. Au départ, on m'a dit surtout ne va pas sur les réseaux sociaux, ne va pas sur Twitter. Durant la soirée de révélation qui s'est passée au Grand Rex, je suis retourné à l'agence voir l'équipe qui regardait ça en live. Ça a été présenté aussi aux informations. Et ils me disent, regarde pas Twitter. Et donc, je regarde pas Twitter. Et puis, je rentre chez moi. Et avant de me coucher, la tentation est trop grande. Et là, on voit défiler des messages très positifs et puis des messages de haine. Et puis, à un moment, on voit que les messages de haine pressent plus la part que sur le positif. Les haters. Les haters, comme on l'appelle. Et donc, j'ai découvert le terme shitstorm en l'ayant vécu. Il y a un moment, en fait, tout se déchaîne sur vous. Vous n'avez plus le contrôle de toute communication. Ça ne sert à rien de répondre. Il suffit simplement de laisser passer la chose. Là, c'est un mauvais moment que tu racontes. C'est un mauvais moment, mais il y en a eu des bons. Alors, justement, est-ce qu'il y a une anecdote particulière où tu souris encore Oui. À part ce mardi où on a compris que c'est un sacré moment. Mais... Le jour même aussi, il y a eu ses défenseurs dans la presse, dans les journaux, que ce soit Le Monde, Libération. Une des très belles défenses a été portée par la Ligue du droit international des femmes, donc une association portée par Simone de Beauvoir, qui dès le lendemain a fait un communiqué de presse en titrant « Monsieur Tony Estanguet, soyez à la hauteur de votre logo ». Là, en fait, on voit qu'on n'est plus dans le champ du design. La portée symbolique commence à prendre. Et c'est intéressant parce que soyez à la hauteur de ce logo, à ce moment-là, quand tu proposes le logo en tant que femme, tu ne sais pas encore que les JO seront paritaires. Non, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait échangé avec le comité olympique. D'ailleurs, dans notre première présentation, on arrivait avec une statistique de la participation des athlètes féminines. Et on avait rappelé au comité qu'il y a un héritage de la France, des Jeux Olympiques et des athlètes féminins, puisque c'est en France que les premières athlètes féminines ont pu concourir à une Olympiade. Elles n'étaient que 2%, il y a plus d'un siècle, et au fil des Olympiades, elles ont progressé. Et quand on allait présenter pour la première fois le logo, on n'avait pas toutes les données. Ça s'est arrêté à Rio, mais c'était à 46% déjà. C'était exponentiel. Donc en fait, nous, on a prolongé la courbe, et on leur dit, peut-être qu'à Tokyo, ils seront à 48%, et peut-être qu'à Paris, on sera les premiers Jeux paritaires, voire même avec plus de participation féminine. Ce sur quoi le comité nous a répondu, la parité n'est pas un sujet pour nous, mais on aime l'idée d'être représenté par une femme, pour tout ce que ça représente, la Marianne, la France, etc. On entend que la parité ne sera pas un sujet au départ. Peut-être qu'ils disaient que ce n'était pas un sujet parce qu'évidemment pour eux, ils voulaient que ce soit paritaire. Il faut peut-être prendre dans l'autre sens. Je ne sais pas. En tout cas, à aucun moment dans le brief, la notion de parité avait été instaurée ou partagée. Et finalement, 1 an après la révélation du logo, le comité olympique annonce qu'ils seraient les premiers Jeux paritaires olympiques. Du coup,
ce symbole-là prend une toute autre dimension. Et ça veut dire aussi que lorsqu'on crée un logo, on peut aussi s'intéresser à l'histoire ancienne. Et là, on se reprolonge dans les JO de 1924. Et on se dit, c'était les premières femmes qui étaient là. Contre l'avis de Pierre de Coubertin. Il y a autre chose dans le brief que tu vas peut-être attaquer ou quelque part tu vas proposer une nouvelle idée, c'est que à l'origine il y a 2 logos différents pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors là, actuellement, au moment où on se parle, on est en plein Jeux Paralympiques. Et on voit qu'un seul logo, c'est le même. C'est le même, finalement. Oui. Et ça, c'était quelque chose qui avait été imposé dans le brief. C'est une règle du comité olympique et du comité paralympique, c'est d'avoir 2 signes distincts et uniques. Nous, au départ, on comprenait pas trop pourquoi cette différence devait être marquée. Mais malgré tout, on est dans un appel d'offres et on se dit, il faut quand même respecter un peu le brief. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le même symbole et puis donc on l'a de face pour les JO et puis on l'a... Tu le tournes un peu. On tourne un peu pour les paras, mais... Vers l'avenir, en fait, c'est ça. Hein. On n'est pas trop convaincus finalement même qu'ils se tournaient, mais en fait ce qu'on leur a dit, c'est qu'il faudrait que ce soit le même visage, mais sous 2 angles différents. Et là, le comité olympique prend le point et va beaucoup plus loin. Parce que ça marche moins bien quand même, le logo. Moi, je l'ai vu. Il marche moins bien, le logo de côté. Il marche moins bien. On sentait qu'on n'était pas calé là-dessus. Et le comité olympique prend le point, prennent le sujet, et donc ils vont porter ça auprès du comité olympique qui propose un symbole commun. Le comité olympique dit oui. Après, il propose au comité paralympique, et là, le comité paralympique, il dit... Bof. Parce que le comité paralympique, il doit exister. C'est 2 comités différents, c'est vraiment 2... Donc en fait, ils veulent exister et ils ont peur qu'en ayant un symbole commun, les Paralympiques deviennent un peu plus olympiques. Et finalement, ils acceptent. Avec les 2 logos olympiques et les agitos, comme on les appelle, qui existent du coup en dessous du symbole Paris 2024. Et même à l'origine, on voulait aller beaucoup plus loin, c'est que à l'origine, il devait y avoir un seul emblème, la mention typographique, et créer un espèce d'emblème commun. Anneaux et Agitos ensemble, c'était ça l'idée centrale aussi. Peut-être un jour. Mais voilà, et ça, pour le coup, c'est une idée qui a été énormément portée par le comité olympique. C'est vraiment eux qui ont réussi à le mettre en place et à convaincre chaque comité. C'est quoi ta plus grande leçon de cette aventure qui t'occupe depuis 2018 ? Je crois que, comme tu le disais au tout début, c'est qu'on a parlé du designer de la torche, on a parlé du maître de la cérémonie, on a parlé de tout un tas de personnes qui ont participé à cette identité-là, à ces Jeux Olympiques-là. Et finalement, le travail des designers, des typographes est souvent peu visible. Parce que d'une part, on nous l'avait imposé, et d'autre part, parce que c'est pas quelque chose qui se fait. Et finalement, on se rend compte qu'à l'heure du monde où tout est logo, de nos téléphones, de nos marques, de nos apps, etc., on a envie de savoir l'histoire qui se cache derrière un signe. Et je crois que ce visage-là, c'est un visage humain. Et derrière ce visage humain, il y a d'autres visages humains. Et je pense qu'à l'avenir, j'aimerais que derrière chaque création qui soit proposée en communication, qu'on voit un peu plus les visages derrière les auteurs de cette création. Que ce soit une campagne, que ce soit un logo, que ce soit une typographie. C'est une leçon et un souhait finalement. Hein. Ce que tu fais un peu en fait. Oui, je suis ravi de le faire. En mettant en valeur les hommes et les femmes qui sont derrière tout ça, parce que on n'est pas des machines, on est des êtres humains qui sont perfectibles avec du bon, du mauvais. D'ailleurs, ce logo-là, il a du bon et il a du mauvais aussi. Mais c'est justement parce qu'il a ses défauts que ça le rend encore plus humain. On va se projeter sur le logo de Los Angeles qui a été dévoilé, un logo très américain, très capitaliste, puisque c'est un logo dans lequel le A de Los Angeles pourra évoluer selon les marques qui voudront prendre un partenariat. J'imagine Amazon le fera, j'imagine plein de... Donc c'est un logo à géométrie variable. Qu'en penses-tu entre nous ? Ils ne vont pas nous écouter. Hein. Non, mais moi je pense que déjà il n'y a pas de compétition à avoir entre les Olympiades. Non, sans compétition, mais tu vas avoir un avis. Chacun essaye d'amener le meilleur de soi-même. Et je trouve qu'en fait, cette identité-là, en fait, elle est très américaine et très californienne. C'est pas la première fois qu'on voit ce type d'identité dite dynamique ou générative. AOL l'avait fait en son temps, une entreprise américaine. On a aussi LA Original, donc une structure de Los Angeles, qui pareil aussi a amené un logo qui est interchangeable. C'est assez malin parce qu'on s'est rendu compte que finalement le logo, il se voit plus avec les sponsors que durant l'événement. Parce que l'événement, c'est que 2 semaines. Et donc pendant 5 ans avant, on va le voir avec les différents sponsors qui portent l'événement. Et donc c'est assez malin d'une certaine façon d'offrir ce logo-là aux sponsors. Et je pense que y a un côté forcément très économique dans la création
pour peut-être attirer encore plus les sponsors que se dire vous n'êtes pas à côté, vous êtes dedans. Et ça, c'est assez fort. Quand on fait le logo de Paris 2024, on atteint un certain niveau de satisfaction professionnelle. C'est quoi le rêve d'après? Il n'y a pas grand-chose de plus grand en fait. Non, on a plein de projets d'une certaine manière qu'on a travaillé pour les JO, pour un musée, pour une petite start-up qui se lance. On met exactement la même énergie et la même envie. On est très passionné par ce qu'on fait. On adore notre métier. On a écrit d'autres histoires qui ont peut-être moins d'envergure internationale, mais qui pour nous sont tout aussi passionnantes parce que aujourd'hui, les marques, elles répondent à des enjeux de société et nous, on essaie de les accompagner à faire en sorte que leur ambition puisse se matérialiser au mieux par une communication, un signe, une typo, une couleur. Et c'est là, finalement, la raison d'être de notre métier, si je peux utiliser ce mot-là. On va se quitter par le questionnaire utile ou pas utile. C'est ce qu'on fait généralement dans cette émission. La première question, tu me réponds si c'est utile ou pas utile. Oui. Utile ou pas utile de créer ces logos sur Canva? Je vais peut-être t'énerver. En fait, aujourd'hui, vous pouvez créer vos logos sur Canva avec une intelligence artificielle ou sur Getty. Il n'y a pas de problème parce que de toute façon, votre marque, elle ne se résume pas avec un logo et puis chacun fait en fonction de ses moyens. Donc, c'est utile pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une agence ou un graphiste. Est-ce que c'est utile ou non pour une agence d'utiliser des appels d'offres publics comme levier de croissance? Ah, c'est un vrai débat aujourd'hui. Ouais. Et c'est un vrai sujet aussi. Ça a été OK pour toi, mais... Moi, je me bats pour ça, mais pour une appel d'offres gagnée, vous en avez 10 de perdus. Ouais. Faut le savoir. Il y a des appels d'offres qui sont ouvertes. Après, le résultat, faut le savoir, c'est la création. Donc, en fait, il faut se dire qu'il y a une forme d'irraisonnable parfois sur le choix d'une agence qui nous dépasse totalement. Dernière question, utile ou pas utile d'oser prendre des partis pris très forts dans un appel d'offres public, notamment lorsqu'on répond à l'écrit d'abord, uniquement? Je pense que c'est même le but principal de notre métier. Dans un monde où tout est communication, où la plupart des communications se ressemblent aussi, si vous voulez émerger, il faut prendre des risques en fait. Le risque payera forcément. C'est ce qu'il y a de plus important. Si vous faites une communication qui n'est pas communicante, à ce moment-là, ne faites rien, ne changez rien. Mais aujourd'hui, pour émerger, il faut prendre des risques, il faut avoir des avis, il faut se positionner dans son marché et se positionner aussi par rapport à ses autres concurrents. Donc, faut y aller, c'est utile. Essentiel. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des créatifs. C'est leur rôle. Sinon, on fait sur Canva ou on fait en intelligence artificielle. Merci beaucoup Sylvain d'avoir répondu à mes questions, d'avoir dévoilé une part de cette ombre-là et d'avoir choisi le podcast des Voix de la Com pour parler de ton travail que tout le monde connaît maintenant. Merci, j'étais ravi de cet échange. Tout pareil. Et voilà pour cet épisode au cœur du secret du logo olympique. Moi, j'ai adoré faire cet épisode pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des petites histoires qui peuvent en créer de grandes des histoires. Et là, on comprend avec l'intervention de Sylvain que des anecdotes personnelles, ce qu'il a observé autour de lui l'a grandement inspiré pour faire ce logo. Donc c'est très intéressant d'être toujours en veille, qu'on crée des logos ou qu'on fasse de la communication. D'ailleurs, tout peut nous nourrir. D'ailleurs, j'aime bien, moi, à titre personnel, dire à mes équipes lorsqu'elles sont en panne d'inspiration, d'aller dans la rue, d'aller voir des expos. Ça peut nourrir la création. Ensuite, parce qu'il est malin, ce logo, il est nourri de références historiques, de références contextuelles, sociétales. Et par le témoignage de Sylvain, on sent que lorsqu'on crée un logo, c'est pas simplement des traits de crayon sur un papier. Non, il y a toute une recherche, presque une philosophie, une réflexion, une observation de son époque. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant à découvrir. Je ne sais pas si ce logo a vraisemblablement préfiguré du côté paritaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je ne suis pas à ce point-là dans les secrets des dieux. Mais en tout cas, il faut quand même reconnaître que c'était bien vu. Et ce logo, je pense que il est en quelque sorte assez historique. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de la Com.